Et nous avons la chance effectivement d'accueillir aux côtés de Manuela Vanel, Mathias Schweizer qui a été le chef d'orchestre en termes de graphisme aux côtés de Jean-Christophe Normand de cet ouvrage. Et parmi les auteurs d'essais de cet ouvrage, nous avons aussi la chance d'accueillir Ryoko Sekiguchi, et on la remercie. Donc voilà différents acteurs d'un projet qui est important pour Jean-Christophe, qui à l'image de l'exposition Brouhaha au FRAC marque voilà, une étape importante. Il revient sur des recherches qui occupent Jean-Christophe Normand depuis une dizaine d'années pour certains projets. Donc voilà, un passage toujours important, mais un passage qui ouvre aussi vers de nouvelles choses. Et donc je laisserai librement discuter nos intervenants autour de Brouhaha. Donc je vous souhaite une belle rencontre et assez vite on pourra aussi ouvrir et avoir un échange avec le public. Voilà. Je ne sais pas, peut-être Jean-Christophe ou Manuela, si vous voulez ouvrir le bal sur le projet, peut-être. Bonjour, je vous remercie d'être là. Je suis très heureuse aussi d'être accueillie au FRAC PACA pour cette présentation de Brouhaha. Et en fait, pour résumer assez simplement l'histoire du projet, c'est Julien Quel qui m'a contactée il y a quelques mois de cela. Et je crois qu'elle avait déjà elle avait déjà bien collaboré avec Jean-Christophe Normand autour de ce projet de monographie. Elle avait déjà réuni certains auteurs qui figurent dans le volume, Ryoko Sekiguchi qui est ici présente, mais aussi Émile Senvad, Pascal Neveu et Marjorie Mikuchi, elle-même faisant l'entretien qui figure dans le volume avec Jean-Christophe. Alors peut-être que je vais simplement laisser à Jean-Christophe le soin de revenir sur les prémices de cette collaboration avec Julie. Oui, en fait, moi j'avais collaboré avec Julie Henkel quand elle était encore directrice du musée Yéniche à Vevey. Et puis, moi je suis installé à Marseille depuis quasiment 4 ans maintenant. Et elle m'avait appelé quelques mois après mon emménagement ici pour proposer un projet monographique en fait, mais qui allait prendre en question la question du livre et de l'écrit en général, mais du livre en particulier, allait vraiment être déterminante. Et voilà, c'est une aventure comme ça, on peut dire, qui était un peu en latence. Et là, il y a eu à l'époque cette proposition d'exposition avec Pascal Neveu, ici, au FRAC. Et puis, les choses ont avancé, etc. Moi, je connaissais par ailleurs le travail de Mathias sur notamment un ouvrage qu'il avait réalisé avec c'était une monographie, Mathias, avec l'artiste Laurent Tixador, avec qui j'avais mené un projet. Et en plus, je me rappelle d'autant plus qu'ils avaient, je crois, repris le code couleur de guide de haute montagne, les guides Vallon. Moi, j'ai eu une pratique régulière, longue, et qui était un peu la question centrale de ma vie, l'escalade et la montagne. Donc, enfin voilà. Il commençait à y avoir tout un tas d'éléments comme ça. Avec Ryoko, on s'était rencontrés, on en parlait tout à l'heure, au moment d'une exposition que j'avais eue au McVal. Et puis, on parlait d'ailleurs tout à l'heure des réseaux sociaux. Voilà, c'est aussi comme ça que des fois, c'est une espèce de ligne, comme ça. Moi, je suis un peu des fois un obsessionnel de la ligne. Je pense qu'on y reviendra sur par exemple, la question de la réécriture de Joyce, qui est centrale aussi évidemment là
dans l'ouvrage, et voilà. C'est des tas de lignes comme ça, qu'on dessine tout à chacun tous les jours, en marchant par exemple, sans le savoir. On dessine des lignes quoi, qui se mêlent, qui se croisent. On ne se rend pas compte toujours, mais voilà. Et donc, moi c'est presque dans... Et après, notamment la rencontre avec Mathias, c'est pas, dans mon expérience, ça n'a pas toujours été forcément évident. Le travail avec les graphistes, et là, c'était tout de suite, je sais pas, c'est comme des accords de musique, ça fonctionne. Et puis on a beaucoup échangé, quoi. Donc j'ai l'impression que ça rejoint même l'intitulé de l'exposition, brouhaha. Et vraiment là pour le coup la question de la parole, de l'échange, d'images avant même qu'on échange des images, via les mails, etc. C'était vraiment la parole et la parole est centrale dans cet ouvrage. Je vais le passer. Allez. Un, deux. Donc par rapport à par rapport à cette rencontre, on s'est rencontrés on s'est rencontrés tard en plus. Confinement oblige, Covid oblige. On a en effet beaucoup échangé, et c'est une demande qui m'a été faite, une invitation qui m'a été faite au départ par Manuela, une proposition. Et sur le moment, voilà, j'étais emballé, mais comme plein d'entre nous, ouais, Covid, cette période, nous a un petit peu confrontés dans nos tanières, et c'est une chose que j'ai commencé assez tard, parce que je savais que tout allait être repoussé, mais c'est comme beaucoup d'ouvrages que j'entame et que je réalise, ou la plupart, c'est déjà des ouvrages que je pense, je les réfléchis, je les fantasme. Et il y avait des histoires comme ça, cette histoire d'un livre qui allait de l'Ulysse, d'une édition d'Ulysse qui allait être usée, qui allait se fondre dans la ville de Marseille, qui m'a réellement intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est quoi que ces traces, cette poussière, ces mots qui vont se poser contre des murs, contre des grilles. Et voilà, ça a été un petit peu le point de départ, en tout cas de mon fantasme à moi. Et je me suis dit, tiens, allez, comment est-ce qu'on va commencer? On peut commencer déjà par un format. Est-ce qu'on réanimerait pas ce livre qui est parti en poussière et qui existe parce qu'il est là. Il est là et on le trouve, on peut le commander. Et donc on va partir d'un format, déjà très simplement. Et ensuite, l'écriture, le scénario, c'est-à-dire un ensemble de textes qui parlaient, qui pointaient certaines choses. Et j'ai juste voulu associer, j'avais envie d'associer, non pas d'illustrer ces textes, mais d'associer des œuvres de Jean-Christophe, donc de surtout pas être dans l'illustration, mais dans la proximité, parce que j'ai envie de rester dans à la fois une forme littéraire, déjà par le format, déjà par la mise en page, et ensuite de venir avec des espèces de... c'est très difficile de chapitrer, il y avait 5 textes, c'est pas évident 5 textes à organiser. Et donc voilà, des fois des petites choses comme ça qui apparaissaient. Et ensuite, au fil du temps, en discutant avec Jean-Christophe, en échangeant, de plus en plus, cette envie d'animer, de consolider ce récit par le biais du travail, en tout cas c'est pas de le consolider, c'est de l'associer ou de le greffer, une espèce de chose comme ça qui est assez prégnante, et de se dire tiens, allez, est-ce qu'on pourrait pas, et c'est des choses qui sont venues non pas sur le tard, mais qui sont venues de manière extrêmement naturelle. C'est pour ça qu'on était un petit peu ric-rac au niveau de l'impression, c'est-à-dire qu'on arrive avec les livres aujourd'hui. Mais bon, il y a d'autres circonstances qui font que c'était compliqué. Mais se dire, tiens, est-ce que cet ouvrage-là,
parce que j'avais vu un autre livre sur le travail de Jean-Christophe, et qui montrait beaucoup d'œuvres, d'actions, de performances, de balades, de parcours. Et c'est pas parce que j'avais pas envie de réaliser, de faire la même chose, bon, faire un cours, c'est peut-être pas intéressant, mais je me disais, tiens, est-ce qu'on peut pas être dans le corps du livre, comme on est dans le corps du texte, est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, on en parlait, tenir ces œuvres, les avoir en main, pouvoir les salir, pouvoir les... et vous faites... Alors, c'est pas évident de montrer comme ça, mais vous pouvez le feuilleter, ça se manipule, il doit être manipulé. C'est de dire, tiens, ces œuvres qu'on voit sous vitrine, ces œuvres, comme dans plein de centres d'art ou de musées qui sont un peu intouchables, se dire, non, elles peuvent être touchables, on peut y poser les doigts, on peut les manipuler aussi. Il y a une chose assez belle, notamment sur la cover, c'est ça. Celle-ci n'a pas été sortie d'une vitrine, mais c'était rejouer la lecture d'un ouvrage anthracite qui gardait des traces du texte, des traces aussi de la main. Et de retoucher ces choses-là, de pouvoir, il y avait aussi la question, on se connaît, du fait qu'il ne s'agit pas c'est un livre, c'est des reproductions d'œuvres, mais se dire, une fois qu'on va bien le toucher, c'est comme la couverture, j'ai le mot un petit peu grave, et c'est drôle, la couverture, elle va devenir un petit peu tachée, la couverture, j'y reviendrai vite fait, je vais passer la parole à ça, c'est juste, voilà, la couverture, il y a une chose, c'est cette couverture qui s'apprête peut-être à être à nouveau usée, ou qui est usée et qu'on garde. Et il y a une chose comme ça qui nous intéressait. Il y a une chose comme ça qui nous intéressait. Et donc, on a un format, ce premier format de cette réédition, et on a un second format, qui est le format original réduit homothétiquement de l'Ulysse de Joyce, sorti en 1928, je ne sais plus. C'est à peu près ça, non, c'est à peu près 26 doigts, bon, ouais. Et donc il y a un format un petit peu plus grand, parce qu'au départ je voulais que le livre ait ce format-là, qui était un format un petit peu grand, et on était économiquement un petit peu juste. Et en plus, c'est des formats que j'aime pas trop. C'est des formats qui ne m'intéressent pas trop, et notamment que j'aime pas trop. C'est des formats, en tout cas, par rapport à la pratique de Jean-Christophe, qui est un marcheur, qui est une personne debout. Je préfère tout le temps les livres un peu oblongs, les livres qui se lèvent et qui ont, les livres carrés, les livres ronds. C'est pas des choses qui me passionnent, qui sont en même temps assez dures à mettre en page. Et du coup, au départ, on est parti d'une volonté, j'avais cette envie de me dire, tiens, je reprends le format du Joyce, l'original, et je vais m'amuser dedans. Et ensuite, en voyant ce livre, en me disant, comment je peux les associer? Donc c'est juste une jaquette qui donne l'information de l'éditeur, on en a parlé. L'éditeur, une fois que cette chose-là est peut-être perdue, parce qu'elle n'est pas pratique, c'est pas une chose pratique, c'est pas un bandeau, c'est une jaquette, on ne sait pas ce que c'est vraiment peut-être que cette chose-là va être perdue. Et donc, ce qui nous plaisait beaucoup, c'est de se dire, tiens, peut-être que ce livre, comme chez Borges, peut se perdre dans les livres. Et ça, voilà, il y a un truc qui vous intéresse. Donc voilà. Bon, c'est résumé, les fois pour moi, donc je passe la parole à une personne. Bonsoir. Donc, je fais partie de ceux qui ont contribué à ce catalogue, donc écrire un texte. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai écrit dans le texte, mais c'est vrai que quand Jean-Christophe m'a proposé d'y participer, j'ai dit tout de suite oui, parce qu'en étant écrivain, et je pense qu'il est difficile de ne pas être intéressé à son travail, et non pas simplement parce qu'il s'agit de livres comme support, mais aussi qu'il s'agit surtout
d'actes à la fois de lecture et d'écriture. Donc il est un peu entre les deux, ou bien il est tous les deux, en fait, on peut dire, parce qu'il est à la fois lecteur et il n'y a pas celui qui écrit, celui qui peint, et en fait, en tant qu'écrivain, ça nous réfléchit l'acte qu'on fait, parce que si on ne lit pas d'abord, on n'écrit pas. Et aussi, donc comme vous avez peut-être tous vu l'exposition, enfin, il y a plein de problématiques, de questionnements, donc il est difficile de centrer sur quelques-unes, mais quand même, je pense qu'il est là le mur. Je pense que ce qui est le plus caractéristique de cette exposition-là, parmi plein d'autres que Jean-Christophe a fait déjà, c'est ce mur énorme qui est aussi très, très, très beau, et donc qui est constitué d'un livre. Donc c'est vrai qu'en général, on n'ouvre jamais un livre de cette façon-là, parce que vous avez tous en fait la bibliothèque chez vous, et vous avez plein de livres, mais que en fait, vous ne dénombrez pas, et ne posez pas les pages sur page, et à ce moment-là, on se rend compte ce qu'un livre contient comme espace et aussi le temps pour remplir ces pages. Et c'est vrai que écrire, et pour écrire, et pour lire, on a besoin de temps, mais parfois énormément de temps. Et avant, bien sûr, avant qu'il existe les photocopieuse, on recopiait les livres, on recopiait les phrases, et que tout ça, ça demandait le temps physique d'un homme. Et là, tout à l'heure, je suis justement tombée sur une phrase de Quignard qui disait que le temps est prédateur et que l'homme est son proie. Mais en même temps, bon, bien sûr, si on dit ça, c'est vrai que c'est assez pathétique, mais en même temps, on peut aussi penser qu'avec ce temps dont on ne peut pas s'en échapper, on peut faire un travail quand même énorme. On peut aussi concrétiser le temps, on peut aussi visualiser le temps qui a été le travail au McVal de Jean-Christophe, de remplir le mur du texte, des phrases. Et c'est un... Les photos se trouvent dans ce catalogue, donc fait voir un peu l'aperçu de ce travail. On peut à la fois dire que, après tout, ce sont que des phrases qui remplissent le mur, mais on est quand même pris d'une émotion qui est assez inexplicable. Et ce n'est pas... Parce que ce n'est pas proprement dit la volonté, je ne sais pas, d'une image qui nous éblouit. C'est, je pense, le temps qu'on voit aussi de façon visuelle. Le travail qu'un homme peut accomplir. Et je pense que le mystère et tout le côté sublime du travail de Jean-Christophe aussi réside là. Disons, en tout cas, moi, parmi des choses qui m'intéressent, c'est souvent il y a une dissociation qui est faite entre, par exemple, la littérature ou la musique sont nommés comme des arts du temps, et les arts visuels, par exemple, qui sont nommés comme des arts de l'espace. Et là, moi, j'ai essayé de faire dialoguer les deux, c'est-à-dire qu'il y a
une durée qui peut être très longue. Là, tu fais référence, par exemple, à l'exposition qui avait lieu au Macval, mais là, il y a des pièces, en effet, notamment la pièce qui est dans le mur du fond, en bas du fleuve Saint-Ry. C'est vrai que même, déjà, même le temps de l'écriture de la part de l'auteur, je dirais presque le temps d'une vie. Après, le temps de la réalisation de cette pièce est aussi vraiment important. Mais ce qui m'intéressait, c'est de proposer ça comme visible, comme une image. C'est-à-dire, on peut être comme devant une peinture, on peut regarder ça pendant des heures, on peut regarder ça pendant 3 secondes. Souvent, les gens, on regarde, et moi le premier, souvent, des fois même en tant que visiteur, hein, où je vais voir, je parle pas d'exposition par exemple temporaire, mais dans un musée, je vais voir 1 ou 2 pièces. Et des fois, ça va me prendre beaucoup de temps d'aller les voir. J'ai une nécessité à aller les voir, mais je reste pas très longtemps. Je sais que je vais retourner. Voilà. C'est-à-dire moi, ce qui m'intéresse, c'est d'offrir un peu ou proposer comme ça une matière, je dirais même un matériau que ce soit tangible, quoi. Parce que moi, j'ai assez la question de la lecture, tout ça, même dans mon parcours, je dirais, c'est assez physique, quoi. Puis ça arrive assez tôt, c'est des choses. Voilà, moi, je suis pas écrivain, mais j'ai envie malgré tout, j'ai pas envie de m'empêcher, j'ai envie de m'en emparer, etc., de me permettre des choses. Donc, de pas me sentir surplombé par des choses qui sont, dans l'absolu, on pourrait dire, Ulysse de James Joyce, c'est complètement surplombant, on devrait y toucher, quoi. Mais non, moi je pense qu'on peut, voilà, et je parlais tout à l'heure dans une visite de l'exposition notamment comme ça une phrase ou un passage est souvent en mémoire qui est issu du livre de Thomas Bernhardt, Maîtres anciens, où lui il fait voilà tout un lien comme ça de désacralisation d'une certaine façon des grands chefs-d'œuvre de l'art, mais des arts visuels, des immenses compositeurs, etc. Et évidemment, il y a aussi question de l'écriture, mais en disant, finalement, il faut pas qu'on obéisse, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on agisse. La lecture, c'est une action. Et il parle à un certain moment, il dit même, voilà, il vaut mieux lire de tel ouvrage, être en capacité à lire 2 pages, mais avec une intensité qui est presque maximale, c'est-à-dire on est presque au bord physiquement de la rupture, mais c'est la puissance de l'écrit, elle vient de ça, il y a cette image comme ça, comme un rapace qui vole comme ça au-dessus du récit et qui vient avec ses serres comme ça attraper des blocs de récit. Donc moi, notamment, je pense que là, quand tu parlais de la réécriture d'un long texte au Macbeth, à la fois on pouvait avoir une forme immédiatement, mais on voyait que des bribes de récit, on était tout le temps à recomposer. Comme là, on peut voir une sorte je pense que s'agissant par exemple que ce soit de Moby Dick ou le fleuve Saint-Ry, donc issu donc de l'œuvre de Anne Sénillane qui est présente derrière dans ces 3 volumes. On a la totalité, mais évidemment qu'on est la totalité, on voit les contours, mais on recompose sans cesse. Et d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est le nombre il y a 1400 et quelques feuilles qui sont recouvertes, mais à l'intérieur de tout ça, il y a des rives. D'ailleurs, j'ai essayé de les présenter un peu comme une sorte de partition musicale, et le livre, je crois, là, je vais passer la parole maintenant, je pense qu'il y a je pense que ça aussi, on l'a recherché, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déambulation dans le livre, si on n'est pas juste à regarder ou contempler des choses, on peut vraiment, littéralement, déambuler à l'intérieur. Piocher, c'est un des premiers ouvrages que j'ai
Comme tout graphiste, on imprime souvent, mais ceci, je pensais que sur écran. Franchement, on a mis toutes les règles, les comportements de typographiques et tout ça, mais c'est vraiment une chose comme ça qui a été composée sur écran, donc du coup je l'ai pas eu en main avant de recevoir une maquette avant brochure, avant reliure. Et c'était drôle parce qu'on agit en effet comme ça quand tu parles de serre ou de c'est même pas par chapitre, on le voit. Il y a aussi ça, c'est de la matière, c'est un espèce de sandwich, quoi. Il y a un truc où on va se balader, on a des propositions, des actions comme ça qui viennent, mais c'est extrêmement hétéroclite. Alors qu'on aurait pu faire un livre qui allait couler comme un seul récit. Sauf que le travail de Jean-Christophe ne s'intéresse pas qu'à un seul récit. Il tisse aussi des liens entre ces récits. Et donc, il y a un truc qui est assez intéressant. Quand je le vois, je me dis, waouh, c'est hétéroclite. Il y a un truc bizarre. Je me dis, tiens, peut-être que c'est pas moi qui l'ai fait. Peut-être que, parce que je trouve qu'il y a une espèce de chose étrange. Et c'est ce dont on a, c'est nos échanges qui nous ont amenés à l'amener à ça aussi. Donc c'est assez drôle. Et le Chlore aussi, on savait pas où allait apparaître à un moment donné l'expression du frac. Est-ce qu'elle l'entame? Est-ce qu'elle est comme les prémices ou le préambule à une histoire? Et très simplement, très bêtement, la mettre à la fin, mais comme peut-être une réponse à ces tentatives, à ces choses touchées, malaxées, ces détails. C'est marrant parce que je découvre en même temps que tout le monde. Il y a un truc assez étrange. Il y a une chose qui passe de l'écran à quelque chose de fondamentalement tangible, pour la peine. J'avais envie, je regardais par rapport à l'autre, j'aurais bien aimé qu'il fasse la même épaisseur, mais et on a parlé aussi de cette idée, à un moment donné, d'avoir envie de laisser aussi vieillir, c'est-à-dire que à son arrivée, tout propre, tout frais, il y a la surprise, mais ensuite il y a aussi l'oubli, ou le fait de le ranger, ou peut-être de le perdre, et de le retrouver quelques années, vieillis. Or, ça, c'est des papiers qui sont extrêmement durs à trouver, c'est des papiers avec pattes de bois, traces de bois, et c'est des choses qui sont de plus en plus compliquées à trouver. Voilà, il y a beaucoup de lignes, donc, c'est vrai que j'ai cherché, mais en France, c'est très compliqué de faire ça, ou en tout cas en Europe. Donc voilà. Mais j'aimerais bien qu'il finisse comme ça. Comme tu vas bien. Qui le prend, où est-ce que vous avez des questions? Je trouve que c'est très beau, un peu comme de peupler le meuble, parce que c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que c'est un catalogue, mais en même temps, c'est plutôt, on a envie de l'appeler un livre, hein, et que donc un artiste qui est parti du livre ou bien des livres, l'idée de l'écriture, donc arrive comme ça à concrétiser aussi donc cette expression en forme finalement de livre, et en forme de livre qu'il prenait en main pour ce projet de Ulysse. Donc il y a toujours, j'ai l'impression, dans le travail de Jean-Christophe, qui sont des allers-retours entre la lecture et l'écriture, entre le livre et c'est super. Et d'ailleurs, ce qui est très beau dans le film aussi de projet Ulysse, parce que donc on voit à la fois
le livre qui est le support du texte disparaît au fur et à mesure de sa dénomination, mais en même temps, c'est aussi, on peut penser que c'est un pigment. C'est un pigment qui trace et qui écrit au cœur de la ville. Et en même temps, donc il s'use et il y a des particules de papier qui se rendent dans l'air et que peut-être qu'on a avalé et que peut-être qu'il y a des mots qu'on inspirait sans que qu'on sache, enfin que les Marseillais ont avalé des phrases de Joyce, non? Ça, c'est beau. J'ai pas vu ça, c'est vrai. Non, mais oui, tout à fait. Non, mais il y a aussi, je pense, l'idée des choses où la fin, où l'idée de la fin est toujours, je sais pas comment on peut l'écrire peut-être avec plusieurs orthographes, mais non, mais toujours repoussée, quoi. C'est-à-dire, il y a un effet comme ça, repousser la fin, quoi, repousser, comme dans les mille et nuits, qui est cet ensemble de contes sur lesquels je commence à élaborer un nouveau projet comme ça. Mais oui, c'est-à-dire il y a toujours une transformation possible. Moi, je vois même pas cet ouvrage comme vraiment la fin d'un cycle, mais je suis sûr que il y aura même, comme l'expliquait Mathias tout à l'heure, peut-être même dans son, parce que le vieillissement ou l'usure, elle est sur. Alors François, évidemment, moi j'adore comme ça, la couverture, elle semble comme ça un peu vieillie, mais parce qu'elle rejoue aussi des choses qui sont dans le début du film, mais il y a vraiment cette idée on en parlait tout à l'heure, de continuum en fait. Et ça c'est je crois, c'est ce qui sous-tend le plus, ce qui m'intéresse le plus dans toute chose. Donc je contrôle de toute façon un certain nombre de choses, je vois où j'ai envie d'aller, mais quand je commence à être proche de ces choses-là, j'ai immédiatement envie d'aller plus loin et de continuer. Et j'espère que ce sera le cas. Et ça fait plaisir de savoir que tu as un problème, entre guillemets, avec l'idée de leur part, parce que c'est ce que la plupart des écrivains ont, bien sûr, donc comme Jean-Yann Armen avec son livre La fin de Verre, etc., qui disait que finalement, le début, on n'a aucun problème de commencer, alors que la fin, ça pose un énorme problème, parce que je pense que d'autant plus dans la littérature, peut-être pour l'art, parce que justement, lorsque qu'il s'agit du temps, du découpement du temps, donc la fin, c'est arrêter du temps, c'est une sorte de mise à mort, et que ça, on a vachement de mal à ça. C'est pour ça que je pense qu'on a du mal à terminer un roman aussi. Un roman qu'on aime, et tout le monde a l'expérience de pas aller aussi vite vers la fin d'une histoire aussi. En fait, ça paraît assez simple, mais ça ne l'est pas pour autant. Et les artistes et les écrivains essaient d'inventer un système soit pour prolonger l'histoire, soit pour faire une sorte d'archipel. Ouais. C'est soit pour basculer autre chose. Mais il y a aussi, là, ça se pose moins avec les pièces qui sont présentes ici, mais plusieurs fois, on m'a posé la question, par exemple, quand est-ce que tu considères qu'une œuvre est terminée, par exemple. Et moi, je me dis, mais parce que je le ressens vraiment comme ça, à la limite, c'est pas moi qui décide, par exemple, si je prends le cas d'une peinture, c'est une peinture nulle et vacante, c'est clair. Tu dégages, c'est bon. Voilà. Mais si c'est la peinture, justement, si c'est les artistes peintres ont peut-être moins de problèmes avec ça, alors que à partir du moment où tu t'engages à travailler avec l'idée de livre, arrive
ce problème assez enquiquinant. Ouais. Il faut trouver des ruses. Hein. Trouver des ruses. On n'a pas le choix. Oui, pour continuer, pour continuer à vivre, en fait. Exactement. Il y a d'ailleurs, lors d'un précédent ouvrage, moi il y avait eu Lionel Riffaillot qui a collaboré à cet ouvrage, qui a édité son dernier livre qui s'appelle Trompe la mort, où il est question d'ailleurs notamment des milléniums, mais voilà, cette idée-là, évidemment, elle est très, très, très centrale. Enfin, oui, parce qu'à une nuit et demie, on raconte une histoire, on a quelqu'un, une nuit de plus. C'est ça. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'idée de la ligne dont tu parlais tout à l'heure? Si, enfin, si, complètement. C'est une des lignes, enfin, c'est même sûrement la ligne principale. Après, l'idée de continuer à tracer la ligne, franchir la ligne, y revenir, croiser les lignes. Je parlais tout à l'heure, par exemple, par rapport à une pièce qui est dans l'exposition, qui est la première qu'on voit, par exemple, où on voit les contours du visage de Picasso, et où j'ai tenté de reproduire le plus précisément possible par l'action de la marge dans cette ville. Dans ce projet, j'ai été invité dans le cadre de Picasso Méditerranée, et c'est vraiment, voilà, c'est l'idée de dessiner en marchant. Et moi, après, quand j'ai réécrit, par exemple, quand j'ai réécrit plutôt Ulysse entièrement, comme ça, à la main, sur le sable, c'était aussi une façon, évidemment, d'écrire une ligne, mais de croiser d'autres lignes. Et un jour, une personne m'avait fait la remarque, mais lui, mais finalement, mon geste de l'écriture, il me parle beaucoup parce qu'il me permet de visualiser ce que nous, on fait tous les jours en marchant. Et j'avais retrouvé aussi cette image-là dans un livre avec un très beau titre, L'invention du quotidien de Michel Certeau, où il y a cette question aussi de lignes qui sont tracées dans la ville, selon aussi qu'on déambule, ou selon qu'on se rend d'un point A à un point B, ou qu'on se rend au travail, ce qui n'est pas du tout la même façon d'appréhender l'espace. Maintenant, je ne sais pas, si vous avez des questions à poser. Une question sur l'ensemble de votre œuvre. Moi, j'y vois surtout des références pré- et post-apocalyptiques à travers trois exemples. La thématique du voyage, la technique du palimpseste et également votre titre brouhaha. Alors, la thématique du voyage, notamment les œuvres qui sont exposées juste en bas, on voit notamment les œuvres Hôtel Mekong. Moi, j'y vois des migrants qui font leur dernier voyage, des migrants aussi des réfugiés climatiques et qui se lancent dans un dernier voyage puisque le monde n'est plus tellement favorable aux humains. La technique du palimpseste, là, effectivement, vous pratiquez cette technique, donc vous grattez donc les livres, mais normalement, le palimpseste, c'est pour réécrire. Et puis, comme c'est la fin du monde, vous ne réécrivez pas, vous vous contentez de mettre du graphite. Donc, votre écriture est très du graphite, donc c'est noir, donc ça annonce un deuil et une fin. De l'encre et du graphite. Ouais. Pardon, de l'encre du bas et du graphite. D'accord. J'aggrave mon cas. Oui, voilà, que tu voulais en plus. Et puis alors, brouhaha, c'est une question aussi. C'est un brouhaha, c'est un bruit inaudible. Est-ce que c'est un bruit des villes, un bruit urbain, un bruit des humains, ou tout simplement le bruit de la terre, qu'on n'entend pas et qui annonce quelque chose de terrible pour nous tous. Alors déjà, pour moi, le brouhaha, c'était un peu... il y avait, à la fois, ça faisait référence justement à un des ouvrages qui pose la question du quotidien, un des ouvrages de Gaël Rousset. Donc, je lui demandais d'ailleurs l'autorisation. Il m'a dit, de toute façon, c'est un mot qui tu n'as rien à me demander. Et c'était, moi, le brouhaha, ça fait plus référence
ces 10 années qui se sont écoulées comme ça à réécrire Ulysse, des fois, moi, j'ai eu un rapport, c'est-à-dire j'ai été concentré à la fois sur l'écriture du livre, je traversais des fois, par exemple, au Cambodge, je traversais des villes où je ne comprenais pas la langue, donc j'étais à la fois dans une sorte de concentration, d'hyperprécision et de besoin. Et moi, je n'entends absolument pas d'un point de vue négatif, ça. Je dirais même, je sais pas, pour reprendre une réflexion de John Cage, par exemple, qui reçoit des journalistes à l'époque, qui est sur la 6e avenue. Quelle est, selon vous, la musique idéale? Il ouvre ses fenêtres, il dit ça, c'est déjà pas mal. Bon. Ça, voilà. Après, le rebond. Parce que, sinon, le recouvrement, moi, ça fait plus au départ, la première fois que j'avais fait ce geste avec un livre, un petit livre mais emblématique de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, et j'avais recouvert le livre, et finalement, en recouvrant le livre, étrangement ou ironiquement, comme ça en faisait une pièce unique. Et lui, qui pose notamment la question de l'aura à l'intérieur, enfin voilà, il y avait un peu ce jeu. Et il se trouve que ce geste, moi, je trouvais que c'était un geste, alors je trouve toujours que c'est des choses que je continue vraiment. Et c'est souvent même ce que j'appelle des fois des livres de voyage, ça prend un temps assez infini. Alors là, pour le coup, le voyage, je ne le pratique plus comme tout le monde depuis un certain temps. Et même, je pense que à certains égards, je me pose aussi les questions que se pose tout le monde, avec la question du voyage, quoi. Mais c'est vraiment, alors ça avait plus référence, moi il y avait, souvent des fois il y a des choses comme ça, il y a des choses, une idée, ou quelque chose que j'ai lu, entendu, etc. Et chez Borges, par exemple, il explique quand il était, enfin, il relate, je crois que c'est dans un de ses nombreux entretiens, quand il dirigeait la bibliothèque de Buenos Aires, où il imagine les récits ou les livres qui communiquent entre eux comme ça pendant la nuit. Donc, la question de la nuit, moi, elle me parle beaucoup, sauf que j'ai eu un père aveugle aussi. J'ai exposé dans un musée au Japon, qui était un musée qui s'appelle Touching Art, et qui était à la base conçu pour principalement, on va dire pour donner toutes les conditions à des personnes aveugles. Et ce sont des questions qui me parlent beaucoup, la question de l'ombre, de la nuit, sur laquelle, la question de l'ombre sur laquelle tu as écrit d'ailleurs, Ryoko. Et puis sinon, pour en revenir, déconstruire un peu, mais non, moi, de toute façon, moi, j'essaie toujours de proposer des choses qui soient ouvertes. Moi, je suis là pour poser des questions, j'ai pas de réponse. Je suis plutôt inquiet par les gens qui apportent beaucoup de réponses, et on a traversé des périodes et des tas de gens qui ont des réponses à tout. Moi, mon truc, c'était presque pour prendre une phrase triviale, je pose des questions comme ça, finalement, comment ça vit avec un chien, on jette un truc, va chercher. C'est-à-dire, amuse-toi avec ça. Et puis oui, pour en revenir à ces images, ça c'était dans le cadre d'un projet que j'avais réalisé à l'époque, qui date un peu d'ailleurs, et qui produit toujours. Enfin, cette idée-là, elle continue à produire chez moi des nouvelles images. Donc le Grand Mouvement de Paix, en fait, c'était après la lecture d'un livre de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. J'avais imaginé je voulais absolument rencontrer quelqu'un qui me dessine de mémoire, ça c'est important, de mémoire, son appartement de la rue Saint-Benoît à Paris, et j'avais envie de le reproduire comme ça sur le Mekong, en fait. Et il se trouve que c'était une idée assez intuitive comme ça, mais à laquelle je me suis quand même accroché. Et un jour, j'ai croisé le cinéaste Benoît Jacot dans Paris, et je savais qu'il avait été non seulement très ami avec elle, mais qu'il avait fréquenté beaucoup ce lieu. Lui, il a connu à l'âge de 20 ans, enfin bon, c'était le personnage idéal. Je n'osais pas trop l'aborder comme ça, c'est quelqu'un qui m'impressionnait pas mal, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, c'est un peu à travers lui que j'avais, finalement, moi, je suis plutôt un lecteur de Marguerite Duras sur le tard, et, j'ai lu beaucoup ses textes peu après sa mort. Et je me rappelle à l'époque, il y avait une émission de télévision, ça de minuit, je crois, où c'était l'invité principal. Pour ça que je me suis dit, bon, voilà, c'est lui qu'il me faut. Il se trouve, donc, il a non seulement adhéré, mais c'est une idée qui lui a beaucoup plu. Il m'a dessiné sur une feuille A4 ce plan en me narrant différentes anecdotes, ce qui était assez touchant comme ça. Et puis, je sais plus, 1 ou 2 ans après, j'ai été invité dans le cadre d'une exposition qui se pensait autour de la question du récit, et j'avais un budget, et donc je me suis rendu à Phnom Penh, et là-bas je me suis rendu sur le Mekong, et les gens que vous voyez par exemple dans différentes images, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des gens qui ont accepté de faire ce projet qui était de toute façon voué à l'échec en plus, parce que vouloir reproduire une forme par les voies de la navigation sur un fleuve, bon déjà le fleuve fait qu'on dérive, mais c'est ce geste un peu utopique, moi, voilà, fait partie des choses qui sont aussi, je pense, très trompent la mort. Donc, et je n'ai de cesse souvent de me remémorer ça, et à travers différents projets ou différents récits où on en revient à l'idée de la boucle, qui reviennent, et ben, ce sont des choses qui se superposent. Mais c'est pas un lien avec, c'est pas du tout en tout cas une pensée apocalyptique, c'est plutôt, enfin, dans tout ça, de ma part, hein, mais je comprends que ça puisse être reçu comme ça, mais c'est vraiment pensé de façon, je dirais pas opposée, c'est trop bien, sur l'autre face, hein, voilà. Tu as dit que tu n'as pas de réponse à des questions, mais est-ce que je peux te poser comme une question et que j'espère que tu en auras une comme réponse. Alors, cette histoire de recouvrir le livre. Et tout à l'heure, donc, tu as dit que pour les lectures, pouvait être un acte pas passer à sa immersion et que non pas passif, alors que en général, on a tendance à penser que lire, ce n'est pas créer, et c'est un acte passif. Et comment tu qualifierais donc cette série d'œuvres où justement tu recouvres les pages, tu n'es pas en train justement de peindre, enfin, quoi que, le paysage, et encore une fois, on peut se demander quelle est la différence entre peindre un paysage et recouvrir. Est-ce que finalement ce n'est pas le même acte? Alors comment Oui, je pense que c'est assez proche. Je pense ici, s'il y a des frontières, je pense qu'elles sont dissoutes comme ça. Et c'est presque comme oui, savoir, je dirais, quelque chose qui repose, mais qui prend énormément de temps, et en même temps, je dirais même d'un point de vue personnel, en réalisant ça, qui me repose, et j'aime beaucoup la question il y en a aussi, alors, différemment, par exemple, là, il y a des livres ouverts aussi dans l'exposition, où clairement on voit une sorte de paysage, à chaque fois on voit une sorte d'horizon, et là aussi on est dans cette question finalement du continuum, vous savez. On avance, bon. Et oui, c'est recouvrement, encore une fois, c'est vraiment pas l'idée d'annihiler quoi que ce soit, au contraire, c'est de laisser reposer. Et je le fais toujours aussi avec des ouvrages que j'ai lus. Donc ça, c'est important. Hein. Et mais des fois, moi, je suis plus presque embêté par l'idée presque du livre de décoration, quoi. C'est-à-dire, on remplit des livres pour décorer un chez-soi, pour, je sais pas, se donner, je sais pas si c'est une prestance ou quoi, mais je pense que le livre, et là, je trouve que le livre a presque une figure pathétique, alors faut pas y toucher ou sacraliser, mais en fait, il faut je sais pas, enfin, c'est de la connaissance quand même, c'est de la connaissance, je pense, ce sont des propositions. Est-ce que c'est le moment d'entrer en relation avec le livre comme objet, ou bien ce temps, qu'est-ce que c'est? Tu es en train de créer, tu es en train de, bon, il y a reposer était le mot, mais aussi
Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai envie de le voir aussi, c'est-à-dire j'ai même envie de le voir fini en fait, donc je sais que ça va être très long, très répétitif, et ça me permet de faire plusieurs choses à la fois. Je peux très bien écouter de la musique en réalisant ça, écouter... C'est un peu ton yoga du matin, quoi. Comment? Ton yoga du matin. Exactement, si ce n'est que des fois c'est le matin, le midi, le soir. Enfin voilà, oui, non, mais c'est vraiment, voilà. Je sais pas si c'est un acte méditatif, mais je peux faire plusieurs choses en même temps. Sans problème. Ça m'arrive, je peux répondre au téléphone. Je me lève par là et je continue. Quoi. Oui. C'est pas, j'ai pas besoin d'une tenue particulière, d'une ambiance. Et d'ailleurs, comme ils sont très longs, ces pièces-là, comme elles sont très longues à réaliser, comme j'avais une pratique du voyage régulière, je les emmenais avec moi et je les continuais sur place. Et les peintures de très petite forme, de très petit format, par exemple, j'ai réalisé, non pas comme des peintures sur motif, mais j'ai réalisé des fois, plutôt il y a toute la question aussi du passage à la frontière, de déclarer, je me les envoyais en fait. Je me les envoyais par la poste, voilà. Donc c'est une façon aussi de privilégier la mobilité et souvent en travaillant avec le même format, c'est-à-dire j'ai pas besoin non plus de partir avec des toiles vierges ou avec tel ou tel pigment. Je travaille avec des choses qu'on trouve partout. Donc à Tokyo, je vais chez Int, par exemple, à la Shibuya, et j'achète ça, et voilà. Et après, donc c'est très simple, c'est une question de simplifier. Comme avant, je le redis, mais avant je pratiquais beaucoup la montagne, l'alpinisme, et une des choses à laquelle on s'attache beaucoup, il y a même certains Himalayistes qui coupent les étiquettes des vêtements pour s'alléger au maximum. Donc, la question de la légèreté, à tous les degrés, elle m'intéresse beaucoup. Je suis trop bavard, je te passe un coup la parole, je chante. Je te passe un coup la parole, je chante. Non. Si encore, mais. Merci en tout cas. Merci beaucoup.